Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Europe District sur les hauteurs de Podgorica, capitale du Monténégro. Ce petit pays balkanique a obtenu son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2006 et depuis, il aspire à rejoindre l'Union européenne. Il a d'ailleurs obtenu le statut de candidat officiel en 2010 et en juin dernier, il a même ouvert ses négociations d'adhésion. Mais l'Union européenne lui demande la plus grande vigilance dans la lutte contre la corruption et le crime organisé. Nous verrons également que le Monténégro a bien des efforts à faire en matière de sécurité routière ou encore pour mieux intégrer la communauté rome, car 800 Roms ont ainsi été chassés de leur camp par un incendie très récemment. Et puis nous terminerons par une très belle balade en compagnie d'une artiste monténégrine qui décidément n'aime pas les sentiers touristiques et nous emmène dans son arrière-pays. Mais tout de suite, décryptage des futures élections du 14 octobre. Le parti au pouvoir, le DPS, qui règne sur la classe politique monténégrine depuis 20 ans, disposait d'une forte coalition et d'une large majorité au Parlement. Et pourtant, il a choisi 6 mois avant le terme de convoquer des élections anticipées. C'est, dit-il, pour mieux prendre le chemin de l'Union européenne et parachever les négociations. Ses opposants lui prêtent d'autres arrière-pensées. Reportage de Julie Dungeloff. Dissoudre pour mieux en découdre. Pourquoi renouveler une chambre où l'on détient 48 sièges sur 81 ? Au dire de l'opposition, il était urgent pour la coalition au pouvoir de s'assurer d'une nouvelle majorité, car la situation économique du pays est désastreuse et le mécontentement risquerait de grandir à l'approche d'un rude hiver sur fond de hausse des prix. C'est tout à fait logique pour le parti au pouvoir d'organiser les élections après la saison d'été, à un moment où tout le monde a la sensation artificielle de mieux vivre. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Raison officielle martelée par le gouvernement Lučić. Nous avons décidé d'organiser les élections en octobre parce que nous pensons qu'un nouveau gouvernement doit débuter les négociations avec l'Union européenne. Nous devons donner un mandat entier à un nouveau gouvernement pour commencer ces négociations. Depuis son indépendance de l'ex-Yougoslavie en 1991, le pays a vécu sous le règne de Milo Djukanovic, le patron du Parti démocrate des socialistes. C'est lui qui a décidé de la sécession d'avec la Serbie en 2006. Tout puissant, controversé, il a dû tirer sa révérence de Premier ministre il y a 2 ans sous pression européenne, pour mieux revenir par la petite porte à la tête du parti. Depuis quelques mois, les choses changent sur la scène politique monténégrine. Des débats télévisés sont organisés et de nouvelles têtes ont fait leur apparition. Nous représentons de nouveaux visages en politique avec de nouvelles idées, une nouvelle énergie dont le Monténégro a besoin, parce que nous assistons au même match depuis 23 ans, dont l'enjeu principal est de savoir si on est pro-serbe ou pro-monténégrin. Nous sommes l'alternative à cela. L'opposition est accusée de défendre les intérêts de Belgrade et de ne pas avoir fait son deuil de la partition. De son côté, elle rétorque que le pouvoir est gangréné par la corruption. La corruption est l'un des plus grands problèmes du Monténégro. On peut même parler d'une dégénérescence de la société due à la corruption et aux scandales mafieux. Ces affaires ne sont jamais jugées. Eh bien, nous, on veut créer un état de droit et éliminer cette corruption. Et puis, c'est aussi exigé pour rentrer dans l'Union européenne. Nous, on ne veut rien d'autre que le respect des exigences communautaires. Un mal endémique qui touche toutes les arcanes de la société jusqu'au plus haut niveau de l'État. Cela a donné lieu à des manifestations inhabituelles au Monténégro. Pour la première fois, les habitants sont sortis dans la rue pour dénoncer autre chose que des problèmes ethniques ou religieux. Une revendication pour le moins fondée selon l'organisation MANS qui enquête sur la corruption. Le Monténégro est connu pour ses problèmes de criminalité organisée. Cela brasse vraiment beaucoup d'argent. Parfois, ces sommes sont investies dans les élections parce que, vous savez, les criminels veulent s'assurer que ceux avec lesquels ils collaborent vont être maintenus au pouvoir. En ce sens, il est très improbable que des partis qui ne bénéficient pas de ce genre de connexion puissent gagner. En plus, le parti au pouvoir depuis 23 ans contrôle presque tout. Fait inédit, l'Union européenne qui renforce ses exigences en matière de corruption a ainsi décidé de commencer les négociations avec les chapitres 23 et 24 sur l'état de droit.
L'Union européenne a tiré les conséquences de ces élargissements précédents et une conclusion négative a été tirée. L'application et la mise en œuvre des législations et des règles de droit n'ont pas été suffisantes. Du côté de la population, la parole se libère petit à petit. Les gens sont très contents. Le gouvernement est super. Je vois que les gens dépensent. Tout est super. Mais dis-moi, toi, qui vit si bien au Monténégro? Donne-moi un seul exemple. Tu ne peux pas dire que tout va bien. Tu es jeune, toi? Tu trouves ça agréable que l'on doive travailler comme cela? Malgré tout, la coalition au pouvoir a de grandes chances d'être reconduite face à une opposition divisée. Après ce reportage, nous avons le plaisir d'être au siège du gouvernement en compagnie du Premier ministre Igor Lukšić. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez demandé des élections anticipées 6 mois avant le terme et pourtant vous disposiez d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi ce choix ? Tout d'abord, j'imagine que nous conserverons notre majorité après les élections. Notre but, c'est de ne pas perdre de temps. Nous entrons dans une phase de négociation étroite avec l'Union européenne. Et comme il fallait de toute façon organiser des élections avant le mois de mars, nous avons choisi cette date du 14 octobre. L'idée, c'est d'offrir au nouveau gouvernement un mandat solide pour les 4 prochaines années afin de poursuivre les réformes en vue de notre adhésion et de répondre aux défis économiques. Monsieur Lukšić, votre parti a été au pouvoir depuis 20 ans maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une alternance, d'une bouffée d'oxygène ? Le DPS de 2012 n'est plus le DPS du début des années 90. C'est un tout autre parti. On retrouve peut-être encore les mêmes personnes à sa tête, mais c'est un autre parti. Le DPS a connu des changements spectaculaires ces 10-15 dernières années. Et puis, nous ne gouvernons pas seuls, nous sommes en coalition large. Les gens ont compris que cette coalition, que le DPS, sont pour eux sans doute le meilleur choix. Je pense que les partis d'opposition devraient préciser leur position concernant la souveraineté du Monténégro, concernant l'indépendance du Monténégro. Ce sont là des sujets très émotionnels qui définissent un pays et il faudrait qu'ils proposent des programmes plus crédibles. L'Union européenne se félicitait il y a 2 ans du départ du poste de Premier ministre de Milo Đukanović qui avait dominé cette vie politique depuis plus de 20 ans, personnalité controversée, qu'on dit tirer les ficelles. Or, on le retrouve aussi à la tête du DPS en train de mener une campagne en ce moment. Est-ce qu'il n'était pas temps de tourner la page Đukanović ? Ce que M. Đukanović a fait il y a 2 ans, quand il a démissionné de son poste de Premier ministre, est tout à son honneur. Cela montre qu'il est un homme politique crédible, avec une vraie vision. C'est désormais au tour de la nouvelle génération de poursuivre le travail. Nous sommes dans une phase de transition et comme toute transition, elle se terminera un jour. Mais ce gouvernement n'aurait pas pu gouverner sans le soutien fort du principal parti. Et donc la position de M. Đukanović est importante, car il génère un soutien sans faille à tous les textes de loi que nous votons, à la mise en œuvre de ces lois, etc. Donc je pense que notre interaction est très positive. La Commission européenne constate dans son rapport de juin des manquements à la lutte contre la corruption et le crime organisé, notamment le trafic de cigarettes, on pourrait dire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire le ménage dans ce pays ? Ces 2 dernières années, nous avons réussi à saisir entre 30 et 40 millions d'euros de biens mal acquis, ce qui représente plus ou moins 1% du PIB du Monténégro. Si je vous dis que pour la première fois dans la région, nous sommes parvenus à des verdicts dans des affaires de crime organisé qui touchaient également nos voisins, et que dans certains cas, nous avons été les premiers à aboutir à ces verdicts, alors le tableau change. Cela ne veut pas dire que tout le travail est terminé. Mais cela montre que nous avons fait des progrès crédibles qui nous ont permis d'ouvrir des négociations avec l'UE. Cela veut aussi dire que nous devons continuer à construire des institutions.
pour répondre à ce défi. Par contre, je rejette toute accusation de trafic de cigarettes comme absurde. Je ne souhaite pas tomber dans un piège qui consisterait à commenter des spéculations sensationnalistes véhiculées par les médias avant les élections. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été en notre compagnie. Thank you. Avec ses routes sinueuses et montagneuses, le Monténégro présente bien des défis pour les automobilistes, d'autant que la culture de la sécurité routière n'y est pas tout à fait ancrée. En 2009, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiétait des 122 morts sur les routes, plus que la moyenne européenne. Depuis, ces chiffres ont diminué, selon le gouvernement, mais certains réflexes ne sont pas tout à fait acquis, comme par exemple ne pas téléphoner au volant ou encore, tout simplement, boucler sa ceinture. Oui, ma fille est devant et sans ceinture. Je sais que c'est interdit, mais je paierai l'amende. Elle aime bien être devant. Vous ne portez pas votre ceinture? Oui, je sais, je n'ai pas ma ceinture. C'est de ma faute, il faut changer sans doute les mentalités. Non, mais on n'est pas obligé de mettre sa ceinture en ville, n'est-ce pas? Et si, madame, la ceinture de sécurité est obligatoire, du moins à l'avant de la voiture, mais les Monténégrins n'ont pas l'air très au courant. Selon la Commission européenne, 90% des accidents pourraient être évités avec des gestes simples. Et ces carences désespèrent Živko Kekojević. Voilà, là on est à la sortie d'une école de Podgorica. Vous allez voir les conditions dans lesquelles les enfants doivent traverser. Ils doivent se faufiler entre les voitures. Et vous voyez, là, il y a un chauffeur de taxi arrêté sur le passage piéton. Pour ce qui est de connaître le code de la route, cet instructeur d'une très sérieuse auto-école l'avoue lui-même, avoir le permis n'est pas un gage de bonne conduite. La formation que les élèves suivent pour avoir leur permis ne suffit pas pour être apte à rouler. Il faudrait qu'ils continuent la formation après, c'est-à-dire soit prendre des cours supplémentaires avec un moniteur, soit faire de la conduite accompagnée. Les choses commencent à bouger. Les principales causes de mortalité sur les routes monténégrines sont la vitesse et les mauvaises infrastructures. Alors, certaines associations mettent en place des campagnes préventives. En plus des chapelles mortuaires, on trouve aujourd'hui le long des routes des panneaux comme celui-ci. Ralenti pour me retrouver plus vite ce soir. Le gouvernement, de son côté, a renforcé ses contrôles en ville, mais surtout sur les routes principales. Le nombre de morts aurait ainsi été divisé par 2 entre 2006 et 2011, passant à 58 morts par an, plus proche de la moyenne européenne. À bord de leur grosse berline, ces policiers traquent les mauvais élèves. On vient de flasher quelqu'un, on va le suivre pour voir s'il poursuit ou non son infraction. Après une course-poursuite de quelques kilomètres, le conducteur est arrêté. Vous êtes arrêté pour excès de vitesse, 111 km/h au lieu de 60. C'est un gros excès de vitesse. La loi prévoit 2 mois de retrait de permis et une amende de 50 à 150 € et le retrait de 3 points. Et pourtant, cet homme repartira tranquillement au volant de son véhicule après un simple rappel de la loi. Comme ses voisins des Balkans, le Monténégro a encore du chemin à parcourir en matière de sécurité routière. Et après un voyage sans incident majeur, nous nous retrouvons dans la très belle station balnéaire de Petrovac. Nous allons rejoindre dans quelques minutes un festival un peu plus haut sur la côte adriatique, à Kotor. Il s'agit du festival du film méditerranéen qui en est à sa première édition. Il a pour particularité de rassembler des réalisateurs des Balkans, d'Europe, faire tomber les barrières psychologiques et les frontières. Voilà tout un programme que nous résume Valérie Labonne. Sous la pluie, la citadelle de Kotor accueille la première édition du festival du film méditerranéen du Monténégro. Envahi par les multiplexes, submergé par les grosses productions américaines, le cinéma balkanique se cherche une identité après l'explosion de la Yougoslavie. Le problème avec les Balkans, c'est que nous avons perdu notre culture yougoslave, qui s'est développée sur des influences multiculturelles de la région des Balkans. Nostalgique de la florissante industrie yougoslave impulsée par Tito, beaucoup voudraient la voir renaître de ses cendres.
Car après une longue période de silence, les réalisateurs doivent faire face à un manque criant de moyens. Les festivals sont donc l'occasion de créer un système de financement parallèle permettant l'essor d'une nouvelle génération. Les sociétés des Balkans, ou en tout cas de l'ex-Yougoslavie, ont besoin de ce médium pour revisiter ce terrain vague historique des 20 dernières années. Bien avant la guerre, le cinéma d'auteur dans les Balkans bénéficiait déjà d'une légitimité artistique dans les festivals internationaux. Ce fut notamment le cas de Branko Baletic, réalisateur de la célèbre comédie Balkan Express, sortie en 1983. Malgré les rancœurs nationalistes et les frontières issues des guerres yougoslaves, le 7e art a su conserver un patrimoine linguistique et culturel commun. Je travaille avec les gens d'autres pays des Balkans. C'est étrange, ce sont des gens avec lesquels je travaillais déjà à l'époque de l'ex-Yougoslavie. Ils sont rentrés dans leur pays, en Croatie, Slovénie ou en Serbie. Moi, je suis rentré au Monténégro et on travaille à nouveau ensemble aujourd'hui, comme si de rien n'était. En soufflant sa première bougie, le MOFEM ne cache donc pas son ambition de redonner ses lettres de noblesse au film des Balkans. Les anciens y voient l'occasion pour que le cinéma retrouve sa fonction politique de critique de la société, mais il semblerait que les jeunes, tout du moins au Monténégro, ne soient pas du même avis. Le cinéma monténégrin est caractérisé par peut-être quelque chose qui est apolitique, ce qui est étrange. Ce n'est pas la caractéristique des autres cinémas balkaniques ou ex-yougoslaves. Pour faire éclore un projet, la nouvelle vague de réalisateurs est souvent obligée de passer par la coproduction internationale. Ces financeurs, venus de l'étranger, ont selon Jan Cvitkovic une vision étriquée de la région où le seul sujet vendeur serait le conflit interethnique. J'ai vu tellement de films, notamment sur cette zone que l'on appelle ex-Yougoslavie. Des gens font des films parce qu'il y a une opportunité de faire un film. Faisons un film ensemble, tu viens d'Autriche ou d'Allemagne, faisons un beau film sur notre guerre. Un beau film sur notre guerre. Ça me fait vomir. Primé notamment à Venise en 2001 pour le meilleur premier film, le cinéaste audacieux présente en ouverture du festival Archéo. Un film sans dialogue, une prière sur la famille. Le metteur en scène veut démontrer à ses collègues qu'il est temps qu'ils s'affranchissent de leur division pour laisser parler l'art qui sommeille en eux. Nous voilà arrivés à la fin de cette première partie dans le port historique de Petrovac, dont les Romains avaient déjà repéré la baie à l'époque antique. Nous vous donnons rendez-vous après la pause pour de nouvelles aventures monténégrines pour la seconde partie d'Europe District. Vous restez avec nous, à tout de suite.